Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, match très important et je vais vous expliquer pourquoi. On va évoquer un sujet que j'ai très peu parlé dans toutes les vidéos arbitrage que j'ai faites. On va parler des montées, des descentes et entre parenthèses des classements d'arbitres. Vous savez qu'une équipe dans un championnat, elle peut se maintenir, elle peut monter ou elle peut descendre. Et bien finalement, les arbitres, c'est un petit peu pareil. D'où la question qui revient souvent, comment on fait pour monter et progresser dans l'arbitrage? Vous êtes noté sur 3 choses dans l'arbitrage, sur votre niveau en théorie, donc par exemple sur un contrôle comme à l'école. Vous êtes aussi noté sur des tests physiques, donc faire des allers-retours, tester votre endurance. Et vous êtes noté sur des observations, ça veut dire que vous êtes noté sur vos performances en match. Et donc le match que vous allez voir aujourd'hui, j'étais donc observé. Et donc si vous voulez un peu plus d'informations sur ma situation dans l'arbitrage actuellement, je suis candidat ligue. Ça veut dire que je suis entre le district et la ligue. J'ai passé les examens que j'ai eus, mais je dois valider une observation sur le terrain pour pouvoir monter en régional. Donc si l'observation se passe bien, je peux monter en ligue. Si elle se passe mal, je redescends en district. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle une contre-observation si jamais ça se passe mal pour te donner une seconde chance, ça j'en suis pas sûr. Donc forcément en abordant un match comme ça, il y a de la pression, hein, parce que bon, on a toujours une certaine pression en tant qu'arbitre, autant que les joueurs, parce que souvent les joueurs disent ouais, les arbitres ils sont là, mais finalement ils ont pas d'enjeu, ils peuvent pas comprendre ce que c'est une montée, une descente. Et du coup parallèlement aux joueurs, on a notre propre championnat. Alors oui, il y a de la concurrence entre les arbitres, mais c'est complètement différent par rapport au club. L'arbitrage c'est avant tout une corporation où tout le monde doit être soudé, tout le monde doit s'entraider. Oui, il peut y avoir des classements, il peut y avoir une concurrence, mais pour moi cette concurrence elle est avant tout indirecte. On essaye chaque week-end de faire le maximum sur le terrain et on n'est pas là pour se comparer avec le copain d'à côté. Donc personnellement ça m'a fait aborder ce match avec un petit peu de pression parce que voilà, tu te dis que tu es observé sur un match, 2 matchs et c'est ces 2 matchs qui vont peut-être résumer toute ta saison. Si tu foires ce match là où tu es observé par rapport à ta candidature, et bah c'est potentiellement ta saison qui s'envole, donc ça met quand même une petite pression. Avant de continuer, je remercie NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Et donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un VPN et surtout à quoi ça sert. Déjà un VPN ça vous permet d'accéder à des contenus qui sont normalement indisponibles dans votre pays. Vous pouvez par exemple accéder à des jeux vidéo qui sont indisponibles en France, mais aussi le catalogue Netflix étranger, plus particulièrement les films et séries disponibles uniquement aux États-Unis, et surtout un événement de football très sympathique qui s'appelle la Coupe du Monde. Peut-être que vous connaissez pas, et dans ce cas-là je le comprends mais totalement. Alors oui, il y a beaucoup de matchs, mais il n'y a pas non plus énormément de matchs qui sont diffusés à la télé gratuitement. La plupart des matchs et surtout les matchs intéressants sont souvent sur des chaînes payantes. Si je vous donne un petit exemple, en utilisant NordVPN, vous pouvez directement faire passer votre connexion sur un serveur en Belgique et avoir accès à la chaîne RTBF qui diffuse l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde gratuitement. En plus de ça, ça vous permet évidemment de vous balader sur internet sans que votre IP soit dérobé, ou encore avoir des réductions sur des locations de voitures, sur des billets d'avion en fonction de où vous commandez. Vous avez ce petit lien qui apparaît à l'écran qui sera disponible en description. Toutes les personnes qui prendront un abonnement de 2 ans, vous aurez déjà les 4 premiers mois offerts et vous êtes satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Toutes les informations se trouvent en première ligne de description et on reprend tout de suite la vidéo. Et donc vous allez peut-être me demander comment ceci est finalement noté. Je vais vous mettre des petits screens à l'écran, donc dans le portail des officiels, c'est un petit peu l'application officielle des arbitres. On a donc une section rapport où on peut consulter quand on veut nos anciens rapports. Donc là on a les qualités athlétiques au service du jeu, capacité à reproduire les efforts, explosivité, etc. On a les compétences techniques, tout ce qui est gestuel, application de l'avantage, lecture du jeu, etc. Ensuite on a compétences disciplinaires et pour finir on a personnalité et management. Et enfin on a 3 rubriques intéressantes: appréciation générale, points forts et axe de progrès. Donc voilà, il faut savoir que quand on observe, le but c'est toujours de trouver une évolution, une progression. Il faut pas se dire qu'on va se faire contrôler, que ça va être désagréable, il faut pas pour autant non plus changer son type d'arbitrage. Il faut juste dire que oui, cette observation peut être notée et peut avoir de l'importance dans ta carrière ou en tout cas dans ta saison. Comme vous le savez ou pas, je suis très preneur de conseils pour toujours essayer de faire mieux. Et d'ailleurs je vous remercie parce qu'à chaque vidéo j'arrive toujours à tirer des choses à améliorer. Mais là de se dire qu'il y a quelqu'un qui fait le déplacement, qui vient te voir, qui a un petit carnet et qui va noter tout ce que tu peux mieux faire, bah franchement je trouve ça génial. C'était donc l'équipe de Angoulême qui jouait face à Limoges-Lafarge. Le niveau c'était de la U16 Régional 1 et c'était la journée numéro 8. On était donc 3 à aborder ce match. Voilà, grosse dédicace à Louis et Noah qui se reconnaîtront sûrement dans cette vidéo. Je suis pas obligé de le préciser mais ils étaient très jeunes. Ils avaient 15 ans et 16 ans. Pour les personnes qui ont vu la dernière vidéo, mes 2 assistants c'était Ahmed et Georges, que je salue encore une fois, qui étaient beaucoup plus âgés. Et ça c'est vraiment génial dans l'arbitrage. Finalement peu importe l'âge, peu importe nos histoires de vie, nos origines, etc. On a tous la même passion en commun finalement. Voilà, vous allez dire que je fais des beaux discours, je sais, mais voilà, c'est dans l'idée. Donc allez, on passe au match. Encore merci à Enzo qui a pu cadrer la vidéo. Les choses où je devais vraiment faire attention aujourd'hui, la modulation du coup de sifflet. Je me suis dit bon, ça fait quand même déjà plusieurs matchs qu'on essaie de travailler. Aujourd'hui, il faut vraiment pas que je me trompe sur ça. Évidemment, les rappels à l'ordre et les cartons, bien prendre son temps pour le premier rappel à l'ordre et surtout le premier carton, ne pas le sortir tout de suite sans appeler le joueur et tout ça. Et puis après, encore une fois, faire le maximum hein, comme d'habitude.
Là, on a exactement la même situation que le match qui s'était déroulé à Aix-sur-Vienne il y a 2 semaines pour les personnes qui ont vu la vidéo. Je laisse un avantage que je ne vais pas matérialiser, mais par la voix, je vais dire vous avez le ballon, jouez. Et au moment où je laisse cet avantage, du coup, l'action se déroule et l'attaquant est malheureusement hors jeu. Du coup, je ne reviens pas sur la faute et je siffle bien le hors jeu, surtout qu'on est 3. Donc, si je reviens à la faute et je prends pas en compte le hors jeu que me signale mon assistant, la communication, encore une fois, elle est pas bonne. J'aurais pu le siffler, surtout en début de match, ces petits accrochages du bras. Mais voilà, j'étais toujours dans cette philosophie de vouloir laisser jouer. Là, la séquence qui vient de suivre, elle est assez intéressante parce qu'on a 2 micro-fautes qui sont pas forcément très importantes ou c'est pas des fautes d'anti-jeu, mais c'est toujours des fautes que moi, personnellement, je trouve que c'est toujours important, surtout en début de match, de les siffler. Et donc, c'est très important d'équilibrer parce qu'on voit que là, la personne qui a fait la faute sur le joueur a subi la faute par le même joueur. Et donc, si j'en siffle une pour un joueur et je le fais pas pour l'autre, surtout qu'en plus, c'était les 2 mêmes joueurs qui étaient concernés par l'action, là, je vais pas être cohérent et surtout, les équipes vont commencer à me tomber dessus. Je pense qu'il est important sur cette chaîne, c'est de tout vous partager, même les anecdotes les plus bancales. Donc là, je vais aller voir mon arbitre assistant. On est à la 27e minute et j'ai un tout petit problème. Ma montre s'est bloquée à 7 minutes et à un moment j'ai eu le sentiment, donc en gros sans faire exprès j'ai mis pause à ma montre, je sais pas, j'ai dû toucher ou en courant. Et donc là je vais le voir et je vais lui demander du coup de savoir si lui sa montre était bien à l'heure et surtout de me biper quand on est à la 45e minute. Ce qui est délicat avec le temps c'est que toi ça peut t'arriver à la limite d'avoir la montre qui a bugué et tu peux à peu près t'en sortir, mais souvent les coachs sur le banc eux ils prennent le temps dès ton coup de sifflet. Donc s'il y a un souci au niveau du temps, eux ils vont vite être au courant. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu camoufler ça et c'est aussi l'importance d'avoir des assistants, c'est de communiquer en gardant les choses pour nous. Première mise en garde, ce qui équivaut à un rappel à l'ordre dans ce début de match. Je vois un coup franc rapidement. En gros, c'est quoi? Il y a une faute, vous prenez le ballon, vous posez bien la balle au sol pour que ça soit une balle arrêtée. Il faut aussi jouer plus ou moins près de l'endroit de la faute. Vous jouez votre coup franc. Si jamais il y a un adversaire devant, vu que vous jouez rapidement, vous acceptez qu'un adversaire ne soit pas forcément à distance réglementaire. Si par contre un adversaire reste délibérément devant le ballon pour éviter qu'il soit joué, si vous en tant que tireur vous ne faites rien, nous en tant qu'arbitre on va évidemment dire au joueur de reculer, mais il n'y aura pas de sanction. Par contre si le joueur reste devant le ballon, vous jouez et le joueur va vouloir très clairement gêner l'exécution, là on doit ou faire un rappel à l'ordre ou mettre un carton jaune. Dans le règlement il faut mettre un carton jaune. On était à la 30e minute, on est quand même en U16, la pédagogie c'est quand même un petit peu important. Je me suis dit au lieu de cartonner tout de suite, je vais lui faire une mise en garde et la prochaine fois s'il refait ça ou un joueur de son équipe le refait, il sera averti.
Fin de cette première mi-temps, pour le moment franchement ça se passe bien, uniquement un rappel à l'ordre, pas de carton, voilà, je trouve qu'il y a eu très peu de contestations dans ce match par rapport aux joueurs et surtout au banc. Donc c'était plutôt agréable, la communication avec mes assistants se passe bien, je trouve qu'on forme vraiment un très bon trio ensemble. Je vous propose donc qu'on passe directement à la seconde mi-temps et je ne vous ferai pas la blague qu'en seconde mi-temps ça se passe mal, promis. Allez, joueurs, allez! Allez, j'allais! Allez! Premier carton jaune de cette rencontre, on voit un petit peu mal la faute, je suis d'accord avec vous. On était sur une situation de contre-attaque entre parenthèses, vous avez du coup le numéro 6 bleu qui va attraper le joueur de Limoges et qui va vraiment lui tirer le haut de son maillot. Sur le coup, je voulais vraiment pas laisser passer ça parce que vous savez, tout ce qui est tenir, retenir son adversaire, tirer le maillot, c'est des fautes très frustrantes qui peuvent énerver les joueurs et engendrer de mauvaises réactions. Donc voilà, j'ai directement voulu adresser un carton jaune sur cette situation. Et revenons à cette idée de cohérence dans l'arbitrage que j'évoquais un peu plus tôt dans la vidéo. C'est la deuxième fois que j'arbitre Limoges-Lafarge cette saison. Et donc dans ce match, je vous mets tout de suite le replay, j'avais adressé un carton jaune, exactement pareil, un joueur qui retient son adversaire comme ça. Et donc le joueur de Limoges qui est au sol, qui a subi la faute, c'était lui que j'avais averti il y a environ un petit mois. Et donc là, il y a tout de suite un joueur qui va venir me voir et qui va me dire: monsieur, notre joueur a été averti il y a un mois pour la même faute, je comprends pas pourquoi vous l'avertissez pas ici. Là au joueur, je vais lui dire de me laisser le temps parce que j'ai pas encore attribué ma sanction. Je pense que c'est surtout le rôle de la vidéo qui a fait que ce joueur m'a demandé ça. Mais comme quoi les équipes oublient pas forcément les matchs où vous les avez déjà arbitrés, d'où l'idée d'être vraiment cohérent. Si vous sanctionnez une équipe pour ça et que je sais pas 2 ou 3 mois après il y a la même faute, et ben je pense que l'équipe peut potentiellement s'en rappeler, même si là la vidéo a sûrement dû jouer un rôle important. Là, je suis parti d'un principe très simple. Quand un gardien est en extension, un joueur ne peut pas le charger, même loyalement. Du coup, là, pour moi, le gardien, il a été chargé alors qu'il était en extension. Donc, j'ai sifflé la faute pour le gardien.
Ça, c'est une situation que j'avais déjà expliquée, surtout en fin de match. Bon, là, il y a 3-1, il n'y a pas non plus 3-2, donc on va dire ça reste à peu près maîtrisable. Souvent, l'équipe qui a marqué veut vite récupérer le ballon pour le poser sur le point de l'engagement. C'est toujours l'équipe qui a encaissé le but qui doit ramener le ballon. Si l'équipe qui a encaissé le but ne veut pas forcément le ballon et ne s'oppose pas que l'équipe attaquante le prenne, bah dans ces moments-là, on dit pas grand-chose, mais là, je sentais que ça pouvait chauffer, donc j'ai préféré laisser l'avantage à la défense, même s'ils prennent pas forcément le ballon. Donc là on va être clairement sur ma plus grosse erreur dans ce match, voilà, et je vous le dis. J'ai vraiment l'impression qu'en fait le gardien a complètement raté sa sortie. C'est pas forcément le cas, il a été chargé pendant qu'il a été en l'air. Voilà, je vais vous mettre un petit ralenti, on voit qu'au moment où il veut prendre le ballon, le joueur bleu le charge. C'est interdit même si c'est chargé loyalement. Si à la limite le gardien se relève, bon, j'aurais dû la siffler, mais ça peut un petit peu masquer. Mais le gardien il va rester au sol. Dès qu'un gardien est au sol, il faut arrêter le jeu tout simplement. Ensuite il va y avoir une petite faute en fait sur le joueur de Limoges en jaune que mon assistant va me signaler. Moi je laisse jouer, ça mène à un but derrière, donc ça permet un petit peu d'apaiser mon erreur, même si j'en ai fait quand même une qui est importante. Donc voilà, très important, si je vois pas qu'un gardien est chargé en l'air, il faut que je fasse attention ensuite à sa réaction. S'il est au sol, c'est qu'il faut tout de suite arrêter le jeu et donc annuler un but s'il y a un but tout de suite après. On arrive donc à la fin de la vidéo et surtout à la fin du match. J'attends avec impatience tous vos petits retours en commentaire. Vous savez que je lis un maximum de commentaires, donc si vous avez des questions, des axes d'amélioration, des petits conseils, n'hésitez pas. Je vous tiendrai au courant du résultat de l'observation. En tout cas, je tenais sincèrement comme d'habitude à vous remercier de suivre autant les vidéos. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et sûrement dans un nouveau match. C'était RG et ciao ciao tout le monde.